Bonjour à tous. Baisse des marchés, vers quel secteur se tourner? C'est la thématique de la conférence web de ce jour et je suis ravie de vous y accueillir. Bienvenue à tous. Je m'appelle Mélanie Huynh et j'animerai cette conférence en compagnie d'Adrien Henry, analyste financier, responsable de la recherche retail chez Kepler Chevreux. Bonjour Adrien, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet événement. Bonjour Mélanie, ravi d'être avec vous. Alors, cette conférence a pour objectif de vous apporter les clés de décryptage du contexte des marchés financiers, mais aussi de vous expliquer le fonctionnement de ces marchés financiers, que vous soyez expert ou non en bourse. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est de vous faire bénéficier de l'opinion d'un expert, en la personne d'Adrien aujourd'hui, qui nous délivrera ses convictions sur certains secteurs dont nous parlerons lors de cette conférence. Donc on a hâte de vous entendre sur le sujet, Adrien. Donc cette analyse est donc issue de sources externes au groupe BPCE et à ses réseaux. Elle ne saurait être assimilée à une recommandation ou une incitation à investir, puisqu'investir en bourse présente toujours un risque en capital, de perte en capital. Pour autant, la thématique de ce jour vient à point nommé, puisque nous allons parler justement des stratégies possibles en cas de fluctuation boursière, pour éviter justement d'être malmené par les marchés. Petit point technique, vous disposez dans le fil de conversation de la possibilité de poser vos questions en direct à Adrien tout au long de cette conférence. Nous les traiterons en fin de séquence, mais n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Elles restent bien entendu tout à fait anonymes. Mais Adrien, avant de démarrer, on voit effectivement une présentation de Kepler Chevreux. Vous êtes sur la partie recherche-action, responsable, comme je le disais, de la recherche retail. Alors, qu'est-ce que le métier d'analyste financier en 2 mots? Eh bien, l'objectif, c'est une bonne introduction. L'objectif du travail d'analyste financier, c'est de donner une recommandation à des sociétés qui sont cotées en bourse. Et de mettre à côté de cette recommandation, donc est-ce qu'on est à l'achat, est-ce qu'on est plutôt avec une opinion prudente, et de mettre un objectif, donc c'est-à-dire un prix de l'action qu'on voit pour les 6-12 prochains mois. C'est généralement la temporalité. Donc typiquement, par exemple, si je prends le secteur du luxe, par exemple, c'est de se dire entre un Kering, Hermès ou un LVMH, qui est-ce que je vais essayer de privilégier entre ces 3 acteurs français, par exemple. Donc ça passe par une analyse des marchés, des sociétés, donc des comptes. Et puis la deuxième étape, c'est souvent de faire des perspectives, donc c'est-à-dire où est-ce qu'on voit évoluer le chiffre d'affaires de LVMH dans les années qui viennent. Et puis enfin, c'est d'établir un modèle de valorisation, donc quel type de valorisation on va utiliser pour valoriser LVMH, et in fine donc de se traduire en objectif de cours pour la valeur. Voilà un petit peu le métier de tous les jours pour l'analyste financier. Merci, c'est plus clair effectivement. Donc si on en revient à notre thématique, les stratégies défensives en période de fluctuation boursière, en quoi ce sujet est-il particulièrement pertinent à aborder aujourd'hui ? C'est une très bonne question et c'est surtout dans l'environnement qu'on connaît depuis le début de l'année qu'on s'est posé la question et qu'on s'est dit qu'est-ce qui pourrait être le plus pertinent pour des investisseurs particuliers et surtout dans un contexte où on n'a pas de visibilité, on n'a pas de... en tant qu'investisseur, c'est compliqué, on veut protéger son capital, mais donc comment? Et donc en fait, on s'est dit qu'on allait essayer de répondre à la question que faire quand les marchés baissent, une question un peu banale entre guillemets, mais c'est d'apporter un petit peu plus de profondeur par rapport à ce point-là. Et donc c'était mieux appréhender effectivement ces périodes de marché difficiles. Et donc on s'est donné un plan de vol où on allait revenir sur les dernières crises financières qu'ont connues les marchés. Qu'est-ce qui caractérise un petit peu ces périodes de crise? Expliquer ce que c'est qu'une stratégie défensive pour les investisseurs et puis donner des exemples de stratégies défensives et puis notamment de secteurs défensifs. On va revenir sur ces définitions-là et de proposer quelques convictions que nous partageons à Kepler Chevreux pour ces secteurs-là. Eh bien, un plan de vol très complet, donc embarquement immédiat. On commence par un rappel, c'est ça, des dernières crises qui se sont produites. Tout à fait, en fait, c'est important de contextualiser de manière à comprendre pourquoi est-ce qu'en fait les investisseurs se penchent ou s'intéressent à des stratégies défensives. Et donc, quoi de mieux que prendre l'exemple du CAC 40 pour
pour revenir sur ces dernières crises, le CAC 40, c'est l'indice des 40 plus grosses sociétés françaises. Donc voilà, en tant qu'investisseur français, voilà, c'est important de le connaître. Et donc, les 3 grandes crises, entre guillemets, qu'on a connues sur le CAC 40, la dernière en date était à peine il y a quelques mois, c'était avec la mise en place des tarifs douaniers réciproques de la part de Donald Trump. Donc ça a été une baisse de 13% en 5 séances consécutives, donc une baisse un peu très rapide. La dernière crise qu'on a eue, c'était le début du conflit qu'on a eu en Ukraine. Et donc là, c'était en février 2022. Donc là, ça a été une crise pareille assez importante parce que le marché a perdu, le CAC 40 a perdu 12% en 8 séances consécutives. Et puis en fait, la dernière qu'on a connue, la dernière très importante qu'on a connue, c'était le Covid. Covid en 2019. Et puis, donc c'était 38% de baisse en 18 séances consécutives. Donc effectivement, un impact quasiment 3 fois plus important que ce qu'on a connu dernièrement. Quelles sont les différentes caractéristiques de ces 3 périodes finalement? Qu'est-ce qu'elles ont en commun? La première, c'est que c'est brutal, c'est-à-dire ça intervient d'un coup et le marché tombe, on ne s'y attendait pas bien sûr. La deuxième, c'est que les baisses sont très importantes, donc on a vu qu'à 13%, 12%. Et puis le dernier élément, c'est la durée. C'est une durée qui est souvent très rapide. Alors, vous partez une semaine en vacances, début avril, Donald Trump fait son discours, les tarifs douaniers se mettent en place, vous revenez des vacances, et là, vous avez perdu 13% sur votre indice CAC 40. Donc, en fait, dans ce contexte-là, effectivement, voilà, l'objectif, c'était un petit peu de répondre à ces périodes de crise qu'on peut voir. Donc on voit que ces crises sont vraiment difficiles à anticiper. Et donc quelles sont les bonnes pratiques à adopter dans ces cas-là, dans ces situations perturbées? Alors, on s'est dit que rappeler les principes de base était un petit peu comme dans les avions, était important avant sur ce plan de vol. Donc le premier principe de base, donc, c'est effectivement rester calme, entre guillemets, de ne pas céder à la panique, parce que c'est souvent dans ces conditions-là qu'on prend des décisions qui sont non rationnelles. Le deuxième, c'est de s'informer. Avant tout, c'est très important de s'informer sur les explications, sur le contexte qui fait que les marchés ont baissé. Et le dernier, c'est effectivement vérifier quelle est notre stratégie. Est-ce qu'on a une stratégie plutôt de long terme, de court terme? Et par rapport à cette stratégie qu'on a, comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre portefeuille? Et c'est là qu'interviennent effectivement des stratégies où on se dit, je vais peut-être essayer de réduire un petit peu mes actifs risqués pour aller sur des actifs un peu plus défensifs. Mais alors, que veut dire défensif? C'était effectivement toute l'idée de ce cheminement à travers les crises qu'on a pu voir. C'est un petit peu de qu'est-ce qu'on parle. Enfin, on parle souvent, et vous avez certainement déjà entendu ce mot défensif, mais l'idée c'était de revenir vraiment sur la définition même de ce principe et de cette stratégie, parce que c'est avant tout une stratégie. Et donc, en fait, le terme défensif, il intervient souvent dans les moments de turbulence au niveau des marchés. Et en fait, dans ces turbulences-là, on veut souvent soit protéger son capital, c'est un des principes de base, on n'est pas content forcément de perdre de l'argent, ce n'est pas l'objectif. Et donc, minimiser les risques de manière effectivement à protéger son capital. Ça va être la définition claire et synthétique entre guillemets de cette stratégie défensive. Et donc, vous l'avez certainement déjà entendu, mais on parle souvent de valeur refuge en bourse. Et donc, ça peut être effectivement une stratégie d'aller sur des actifs qui sont considérés comme refuge. Typiquement, par exemple, quand vous avez un gros orage, eh bien, vous avez envie de vous abriter et donc de vous réfugier. Donc, c'est effectivement la définition qu'on retrouve derrière ces valeurs refuges. Je pense que pour caractériser cette stratégie défensive, il y a 3 éléments importants qui sont importants à retenir. Le premier, c'est effectivement une faible volatilité. Alors la volatilité, c'est un indicateur qui mesure les variations d'un actif à la hausse comme à la baisse. Donc si vous avez une volatilité importante, eh bien, ça veut dire que vous avez des fortes variations. Et si vous avez une faible volatilité, c'est que vous avez plutôt une faible variation. Le deuxième élément qui est important, c'est la liquidité. La liquidité d'un actif, donc c'est entre guillemets la mesure de la facilité qu'on peut avoir à vendre un actif. Donc souvent on dit que le marché action, le marché secondaire entre guillemets, le marché action est plutôt liquide parce qu'effectivement si vous avez envie demain de vendre vos actions LVMH, vous avez la possibilité de trouver quelqu'un pour le faire, alors que d'autres types d'actifs comme par exemple le private equity ou d'autres types d'actifs peuvent être un peu plus compliqués à ce niveau-là dans cette liquidité. Et le dernier, c'est d'avoir une capacité
capacité à résister dans les évolutions des cycles économiques. Et le cycle économique, c'est tout simplement en fait cette période de temps dans laquelle s'enchaînent différentes étapes, et c'est souvent sous la forme d'une croissance, d'un ralentissement et d'une récession ou d'une décroissance que s'enchaîne en fait ce cycle qui tourne. On a vu au moment du Covid où on est tombé en récession, on est ressorti du Covid avec une forte croissance. Là aujourd'hui on ralentit, certains sont déjà en récession. Voilà, c'est ça, cette caractéristique de cycle économique, et comment est-ce qu'on peut évoluer dans ce cycle économique. Donc une façon d'avoir une stratégie défensive, ça peut passer par des actifs refuges, des valeurs refuges. Ouais. Vous avez quelques exemples à nous proposer de valeurs refuges? Tout à fait. Et on va commencer par l'exemple qui semble le plus clair et le plus simple, entre guillemets, qui est souvent mis en avant d'ailleurs dans ces moments de difficulté au niveau des crises financières, c'est l'or. L'or, c'est l'exemple parfait, entre guillemets, parce que vous avez une valeur intrinsèque, donc une valeur qui est définie déjà depuis des millénaires. Vous avez une valeur qui est reconnue mondialement comme un effet de richesse. D'un pays à l'autre, ça ne change pas. L'or reste l'or, et c'est une monnaie dans laquelle vous pouvez faire des échanges. Enfin, une monnaie, un actif dans lequel vous pouvez faire des échanges. Et puis, c'est un métal précieux rare, et donc il est dans une production limitée. Et donc, cette production limitée fait que tout le monde ne peut pas en avoir. Donc, c'est les trois principes en fait de base qu'on a à ce niveau-là. Est-ce que, par exemple, on parle beaucoup du Bitcoin, est-ce que le Bitcoin peut être considéré comme une valeur refuge, puisqu'on voit que ça attire beaucoup d'investisseurs, souvent... Tout à fait, surtout les jeunes générations, voilà. Effectivement, sur l'aspect du Bitcoin. Alors, effectivement, le Bitcoin, notamment dans les dernières crises, a été mis en avant comme étant une valeur refuge. Parce qu'effectivement, il a des caractéristiques un peu similaires à celles de l'or. Hein. C'est une valeur alors c'est un autre type de minage, mais qui est limitée, entre guillemets, en termes de montant et en termes de production, et qui est reconnue mondialement. Par contre, il y a vraiment un bémol sur ce type d'actif, c'est que c'est vraiment un marché qui n'est pas réglementé. C'est-à-dire, en tant qu'investisseur particulier, ou en tant qu'investisseur tout court d'ailleurs, vous êtes à la merci de conflits d'intérêts, d'être sur un marché effectivement qui n'est pas du tout régulé, et donc il faut emporter le risque qui en convient. Donc je pense que c'est pas complètement faux, mais c'est pas tout à fait vrai, et il faut vraiment prendre en ligne de compte. Je pense que c'est un type d'actif qui est quand même beaucoup plus risqué que l'or. Voilà. L'or qui se calcule d'ailleurs, souvent on parle l'or a atteint 3000 $, etc. Mais c'est l'once, et donc l'once c'est un niveau très précis en termes de grammage, et donc c'est à peu près 31 grammes. Et voilà, rappeler quelques éléments intéressants sur l'or. Alors donc le pays qui possède le plus d'or, c'est de très loin les États-Unis. Ils ont la plus grosse réserve d'or au monde. Juste derrière, c'est l'Allemagne, ils en ont 2 fois moins. Et puis, ils sont aussi, c'est intéressant aussi de savoir les pays qui le produisent. Et donc là, les pays qui le produisent, tout d'abord, c'est la Chine. Ensuite, on a la Russie. Et puis, vous avez l'Australie après qui en produit. Donc ça, c'est vraiment les trois aspects importants à savoir sur l'or. Et puis, ce qu'on va essayer de voir, c'est où est-ce qu'on en est au niveau de cette valeur refuge, de cet actif refuge. On a vu que c'est notamment pendant les crises, vous pouvez le voir sur le graphique, mais c'est notamment pendant les crises que l'or démontre sa résilience et son prix augmente. Donc 3 dernières crises dont je vous parlais, voilà, 2009, la crise financière, l'or pique à 1000 $. En août 2020, après le Covid-19, il pique à 2000 $. Et puis donc là, on est arrivé à 3500 $. À des moments où Donald Trump venait menacer le président de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, M. Powell. Donc c'était vraiment... voilà, donc là, on a une très forte accentuation dernièrement. Oui. Oui, mais justement, c'est vraiment une envolée extraordinaire. Et donc, ce qui peut expliquer cette augmentation impressionnante, ce sont justement les instabilités qu'on a pu connaître au travers des déclarations, par exemple, de M. Trump. Tout à fait. Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse qui peuvent expliquer effectivement ce fort rebond de l'or qui a explosé quasiment à 3500 $ au pic. Tout d'abord, c'est la politique effectivement de Donald Trump qui est imprévisible. Et vu qu'elle est imprévisible, c'est très difficile pour les investisseurs
de rentrer sur des actifs qui ne sont pas du tout liés à ce que pourrait faire Donald Trump. Et donc, Donald Trump, il n'a pas d'agissement sur l'or, ce n'est pas lui qui le contrôle, et donc effectivement, c'est une manière de se sécuriser pour les investisseurs de rentrer sur ce type d'actifs. Donc, ce qui peut expliquer déjà une partie de l'envolée qu'on connaît depuis l'élection du président. Deuxième élément de réponse, eh bien, c'est toujours une assurance. Donc, quand vous investissez en bourse ou dans d'autres types d'actifs, un moyen comme collatéral, un moyen de s'assurer, effectivement, l'or est utilisé par des maisons de gestion ou autres, effectivement, pour se protéger. Et puis, je pense qu'en dernier élément, je mettrais qu'on a une tendance mondiale à la dédollarisation, c'est-à-dire que certaines grandes puissances essayent de réduire leur dépendance envers les États-Unis, et un moyen de le faire, c'est d'arrêter de posséder, entre guillemets, de la monnaie en dollars. Et donc, une manière pour eux de répondre à cette attente, c'est d'acheter de l'or et de vendre du dollar. Donc, ça peut effectivement expliquer cette très forte progression. Il existe, en dehors de l'or, d'autres moyens, d'autres actifs refuges, d'autres actifs défensifs. Parmi eux, on a effectivement les obligations d'État. Alors là, les obligations d'État, on va acheter des bons du Trésor américains, allemands. Généralement, c'est les références qu'on connaît dans le monde financier. Et donc, on part du principe que ces États-là ne peuvent pas faire défaut. Et donc, du coup, on se protège à ce niveau-là avec des rendements qui sont plutôt stables dans le temps et réguliers. Ça, c'est une première manière. Une deuxième manière, c'est de rester tout simplement liquide, c'est-à-dire d'être en cash, on va appeler ça. Donc, quoi de plus liquide finalement que d'avoir de l'argent dans son portefeuille avec des billets, sauf si vous faites voler votre portefeuille, mais globalement, vous avez peu de chances effectivement d'être en risque à ce niveau-là. Et puis, un dernier type d'actif, c'est d'acheter en fait de la devise étrangère. Donc, vous revendez vos euros, vous achetez du franc suisse, par exemple. Le franc suisse est souvent considéré comme une devise stable, ou le dollar aussi à une certaine époque était vu comme une devise stable. Et donc, au lieu d'avoir des euros en portefeuille, vous achetez tout simplement des dollars. C'est une manière aussi. Oui, mais Adrien, ces derniers temps, on a pu connaître des périodes de très forte inflation. Dans le cas d'une forte inflation, est-ce que de posséder des liquidités reste une valeur refuge ? C'est effectivement un très bon point qui va à l'encontre effectivement de cette stratégie, parce que quand on a une très forte inflation, on l'a connu au moment du Covid, eh bien, si tout votre portefeuille est en cash, eh bien, en liquide, eh bien, effectivement, vous êtes contre l'inflation, et donc vous perdez effectivement ce que l'inflation progresse, vous le perdez parce que vous n'êtes pas directement investi. Donc, ça montre un peu les limites de cette stratégie. Les devises, on l'a vu aussi, je vous parlais de dédollarisation, donc on voit aussi que de posséder du dollar dans son portefeuille, on voit aussi les limites. Et puis sur les obligations du Trésor, eh bien, on voit effectivement aussi cette limite, c'est-à-dire que les bons du Trésor américains sont... Alors, je vais dire de plus en plus boudés entre guillemets, mais aujourd'hui il y a toujours une très forte demande, mais il y a un niveau de demande un peu moins importante, et ça met effectivement une certaine pression sur le gouvernement américain, et donc on voit que voilà, la demande pour ce type d'actifs est un peu moins importante, et donc on en voit effectivement les limites. Et ça permet effectivement de faire la transition sur qu'est-ce qu'on peut effectivement qu'est-ce qu'on a d'autre comme stratégie défensive pour se protéger dans ces environnements de marché difficiles. Eh bien, on a voulu axer aussi cette présentation aujourd'hui justement sur les stratégies défensives qui passent par l'intermédiaire des marchés actions. Donc, c'est une manière pour les investisseurs de rester investis, pour ceux qui le veulent en tout cas, de rester investis sur les marchés actions et de sélectionner des secteurs d'activité qui sont défensifs. Alors, comme on l'a fait pour la stratégie défensive, on va essayer de définir ensemble ce que c'est qu'un secteur défensif, un secteur d'activité. Et donc, en gros, tout comme les actifs et les valeurs refuges, les secteurs défensifs sont des secteurs d'activité qui sont peu sensibles à l'évolution des cycles économiques. Donc, la définition que je rappelais effectivement en première partie. Et puis, c'est-à-dire des produits ou des services qui sont essentiels. Donc, au quotidien, de l'eau, du chauffage, de l'électricité, enfin voilà, tout ce qui comporte ce plateau-là aujourd'hui, un petit peu, par exemple. Et puis, c'est-à-dire que dans des moments de turbulence, eh bien, vous allez avoir une consommation de ces services ou de ces produits qui reste stable
à travers le temps, même dans des moments où les turbulences, où la difficulté, où les marchés baissent. En tout cas, l'objectif, ça sera de rester le plus stable possible. Donc, ça peut passer à travers certaines caractéristiques. Donc, c'est, quand je vous disais une évolution peu sensible à l'évolution du cycle économique, eh bien, c'est donc une faible sensibilité à l'économie. Donc faible sensibilité, donc c'est-à-dire que vous avez l'habitude de manger du yaourt toutes les semaines. C'est pas parce qu'il y a une crise financière que vous allez arrêter de manger du yaourt. Donc vos ventes en tant que producteur de yaourt sont stables à travers le temps, à travers les semaines, parce que les gens continuent de se nourrir. C'est des secteurs d'activité où il peut y avoir des barrières à l'entrée qui sont élevées. Donc des barrières à l'entrée, c'est-à-dire en gros, vous mettez par exemple en place un médicament, vous êtes protégé par un certain nombre de brevets sur des périodes assez longues, et donc en étant protégé sur ces produits, eh bien, ça vous permet de garantir des revenus sur les temps à venir, les mois, les années à venir. En ayant aussi en tête que ces secteurs-là ont tendance, vu qu'ils ont des revenus qui sont assez stables, ils ont tendance aussi à verser des dividendes. C'est-à-dire ils reversent une part de leurs revenus et de leurs résultats, vu que ces résultats sont stables, ils ont tendance eux aussi à reverser des parts de ces résultats qu'on appelle effectivement donc les dividendes de manière récurrente. Et donc, ce sont des valeurs qui, même pendant les crises, ont tendance, qui continuent à verser directement des dividendes. Dernier élément, la volatilité en bourse. Donc la volatilité, je vous en parlais, c'est ces valeurs qui bougent de manière importante. Et donc, face à ces fortes volatilités, on va chercher l'investisseur n'apprécie pas forcément les surprises. Et donc, quand vous avez des résultats qui sont assez stables, vous avez peu de surprises négatives, et donc les investisseurs apprécient le fait qu'il y ait peu de surprises négatives. Et donc, c'est un élément, ça donne une bonne visibilité, et donc une faible volatilité, c'est ce qui est apprécié par les investisseurs. Donc les définitions, c'est bien, c'est bien, vous avez compris ce que c'était qu'un secteur défensif, mais les exemples, c'est mieux. Voilà. Donc, on a voulu vous mettre 3 exemples de secteurs défensifs. Donc, comme je vous en parlais tout à l'heure, on avait l'exemple des groupes pharmaceutiques avec les médicaments. Donc pourquoi en fait les groupes pharmaceutiques ? Eh bien, ce sont des besoins qui sont essentiels, voire vital pour un certain nombre d'entre nous. Et donc, ces médicaments et ces brevets sont sur des très longues périodes. Et en plus de ça, ces groupes pharmaceutiques bénéficient de tendances plutôt structurelles, avec par exemple le vieillissement de la population ou l'augmentation des maladies chroniques, où on aura besoin effectivement de médicaments pour combattre directement ces maladies. Donc, parmi ces groupes pharmaceutiques, eh bien, on a des groupes comme, on connaît le français Sanofi, ils ont fait l'actualité récemment, Roche qui est suisse, ou l'AstraZeneca. AstraZeneca, on en a parlé au moment du Covid, parce que c'est eux effectivement qui avaient mis en place parmi les premiers vaccins contre le Covid-19. Donc voilà, AstraZeneca, donc, typiquement dans les exemples de ces groupes-là. À côté de ça, on a aussi le secteur de l'immobilier résidentiel. Donc l'immobilier résidentiel, eh bien, tout le monde a envie d'avoir un toit sur sa tête, ce serait l'objectif pour tout le monde. Et donc c'est un besoin universel. Et donc le fait de comment se traduit ce besoin universel, eh bien, vous versez des loyers en tant que locataire. Et ces loyers, eh bien, sont récurrents dans le temps et définis. Ce que vous versez en janvier, ce sera la même chose que vous verserez en décembre. Et donc, ça apporte vraiment une stabilité pour ces groupes, pour ces foncières, on les appelle d'ailleurs ces groupes-là cotés. Et donc, pareil, avec des tendances structurelles importantes où on a des besoins structurels au niveau de la démographie, on est de plus en plus, donc on a besoin de plus en plus de logements. Et donc, ça vous permet effectivement de garder une stabilité même à travers les années. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on regarde. En France, il n'y a pas d'acteurs cotés dans le résidentiel, mais en Allemagne, c'est le gros acteur, qui est un des premiers groupes européens d'immobilier, c'est Vonovia, par exemple. Donc l'immobilier résidentiel par opposition à l'immobilier de bureau ou l'immobilier de commerce. Exactement, tout à fait. Très bon exemple parce que... On soit sûr d'avoir bien compris. C'est ça, exactement. L'immobilier résidentiel par rapport à l'immobilier de bureau ou à de l'immobilier des centres commerciaux. Je pense que le parfait exemple à ce niveau-là, ça sera de revenir sur la crise du Covid. Au moment du Covid, eh bien, on était chez nous, donc là, l'immobilier résidentiel. Et par contre, plus personne dans les centres commerciaux, plus personne au bureau. Donc en fait, clairement, ces deux segments-là de l'immobilier ont beaucoup souffert.
Alors qu'effectivement, l'immobilier résidentiel n'a pas bougé. Donc c'est le parfait exemple, effectivement, pour préciser pour nos téléspectateurs sur cet élément-là. Dernier secteur que je voulais vous mettre en avant pour ces exemples, c'est le secteur de l'assurance, qui fait partie. Donc l'assurance, ça fait partie des financières avec les banques, mais donc une partie un peu plus résiliente que l'activité des banques qui peut fluctuer par rapport à l'économie. Là, cette fois-ci, l'assurance, il y a même des assurances qui sont obligatoires, hein, comme l'assurance civile, comme l'assurance pour votre voiture quand vous en avez une. Et donc, typiquement, dans ces périodes un peu d'incertitude, eh bien, on ne va pas être trop appétent à se dire « je vais résilier mon assurance parce que je paye trop ». Justement, au contraire, on va vouloir être le plus prudent possible et justement éviter et au contraire, peut-être souscrire à de nouvelles assurances. Et c'est souvent des groupes en plus qui ont des grandes réserves de capitaux et donc qui apportent une certaine stabilité en tant qu'acteur. Donc ça, c'était effectivement voilà, les trois exemples qu'on voulait mettre en avant pour décrire les secteurs défensifs. Donc on a bien compris ce qu'était un secteur défensif au travers de ces définitions, au travers de ces trois exemples. Mais là, j'ai envie de vous pousser un peu plus loin sur vos convictions. Est-ce qu'il y a des secteurs défensifs que vous appréciez particulièrement dans le contexte actuel? Je sais qu'il faut quand même être sélectif, donc quels sont ces secteurs plus appréciés en particulier? Effectivement, on en parlait pendant notre plan de vol. L'objectif, c'était effectivement de mettre en avant nos convictions sur certains secteurs en particulier. Ce n'est pas pour autant que les secteurs qu'on a cités ne portent pas d'intérêt, mais on a voulu mettre en avant dans le contexte actuel, dans ce contexte de marché avec les conflits, notamment avec les droits de douane, où est-ce que les investisseurs, où est-ce qu'il peut être intéressant, selon nous, de se positionner pour voilà, évoluer dans un contexte de marché qui risque de continuer à être difficile dans les mois à venir, voire éventuellement les années. Et donc, en premier secteur qu'on a voulu mettre en avant, c'est le secteur de la consommation de base. Donc la consommation de base, comme son nom l'indique, c'est en rapport avec la consommation, mais donc c'est tous les produits, que ce soit l'alimentation, les boissons, les soins personnels, le marché de la beauté, et qui sont, entre guillemets, comme je vous citais l'exemple tout à l'heure pour le yaourt, c'est un secteur qui effectivement, entre guillemets, qui ne va pas bouger de semaine ou d'un mois à l'autre parce que les gens vont continuer de consommer ce type de produits. Et notamment, ils vont aller encore plus loin et potentiellement, ils peuvent réduire leur consommation de produits entre guillemets non essentiels, cette consommation un petit peu annexe, les petits plaisirs, etc., pour en fait tout focaliser sur l'essentiel et donc cette consommation de base qui est nécessaire à tout le monde, se nourrir et puis voilà, vivre au quotidien et évoluer au quotidien. Donc clairement, ce genre de secteur apporte plutôt une bonne visibilité sur ses revenus. Hein. C'est des groupes comme Danone, on en a tous entendu parler parce que ça fait partie de notre consommation au quotidien. Heineken, par exemple, dans la bière ou Unilever en tant que produit de soins. Mais nous, au-delà de cette consommation de base, on apprécie particulièrement un segment et c'est celui des soins personnels et du marché de la beauté. Et au sein de ce segment, alors pour vous donner un exemple, et c'était important pour histoire de bien comprendre à quoi correspond ce secteur, on a voulu prendre l'exemple d'une valeur et donc là on a pris effectivement L'Oréal qu'on apprécie. Et en fait, pourquoi est-ce que finalement les soins personnels portent notre intérêt aujourd'hui? Eh bien, c'est avant tout un secteur qui est plutôt protégé des tarifs douaniers. En fait, on se rend compte que les acteurs des cosmétiques et du marché de la beauté ou des soins personnels produisent en fait localement. Et donc, finalement, on voit peu de marchandises. Alors, je vais vous prendre l'exemple des États-Unis, forcément. Mais donc, effectivement, une grosse partie de la consommation locale de cosmétiques est directement issue d'une production locale. Et donc, effectivement, vous n'êtes pas exposé dans ce contexte-là, ou vous êtes moins exposé dans ce contexte-là aux tarifs douaniers de Donald Trump. Donc, effectivement, on a vu pendant cette crise que vous avez pu voir tout au début de la présentation que malgré la baisse des marchés, des acteurs typiquement comme L'Oréal sont restés plus résilients que le reste du marché. Que l'automobile, par exemple, que d'autres secteurs qui sont très consommation discrétionnaire, pardon, très consommation non essentielle. Et donc, cet intérêt, du coup, pour les produits d'une consommation un petit peu abordable, hein, entre guillemets, les crèmes, ou les rouges à lèvres, c'est pas un sac à main. Et donc, en fait, on vient à un principe qu'on a précisé, qui est l'effet rouge à lèvres.
En fait, je vais m'expliquer. L'effet rouge à lèvres, en fait, à quoi ça? Donc, le lipstick effect en anglais. L'effet rouge à lèvres, en gros, c'est si vous êtes habitué à consommer un petit peu de produits, on va dire luxe par exemple, acheter un sac à main, pardon, acheter un sac à main, un chemisier, etc. Dans les périodes de crise, vous allez plutôt freiner ce type de dépenses et vous allez au contraire, si vous avez un petit plaisir à vous faire un produit de cosmétique, un rouge à lèvres, un mascara de luxe qui fera effectivement office de petit plaisir et donc qui montre effectivement historiquement cette résilience du marché de la beauté dans certaines périodes de crise. Donc on a juste effectivement mis en avant un des slogans que L'Oréal avait pu avoir, c'est-à-dire si vous le valez bien. Donc effectivement, en répondant à cette question, effectivement, on le vaut bien et on apprécie effectivement L'Oréal dans ce segment de marché. Un deuxième secteur qu'on apprécie, c'est le secteur des télécoms. Alors, les secteurs des télécoms, c'est un secteur qui correspond donc à tout ce qui est réseau mobile, tours télécom. Donc, les tours, on en avait entendu au moment du passage à la 5G, parce que c'est ces grandes tours, donc c'est des infrastructures télécoms. Donc, c'est des groupes comme, alors nous, on connaît effectivement Orange en France et que c'est un groupe coté, mais il y a du Telefonica, du Deutsche Telekom en Allemagne, d'autres groupes européens. Et donc, sur ce secteur-là, en fait, on va venir regarder les acteurs qui sont des opérateurs télécoms. Et un simple chiffre pour comprendre à quel point ce type de service est essentiel, c'est aujourd'hui 92% des Français, selon l'Arcom, c'est le gendarme entre guillemets du secteur des télécoms. Pardon, selon l'ARCEP, c'est moi qui je me trompe parmi les gendarmes. Selon l'ARCEP, effectivement, 92% des Français disposent d'un forfait avec une connexion Internet. Donc en fait, 92%, c'est quasiment la totalité. Et donc, pourquoi? Parce qu'en fait, on utilise notre téléphone, Internet au quotidien, que ce soit dans notre boulot, que ce soit dans notre vie personnelle, ou pour les applications, les réseaux de rencontres, etc. Et donc, il y a une certaine... c'est pas le genre de service que vous allez arrêter en cours d'année parce que vous tombez dans la crise et que même si vous perdez votre emploi, malheureusement, c'est toujours pour chercher du travail, vous aurez très certainement besoin effectivement encore de votre téléphone et vous allez le garder, quoi. Donc, c'est un aspect qu'on apprécie et qui nous trouve intéressant sur les télécoms, cette résilience importante de ce qu'ils proposent. Et donc, si on devait prendre un exemple à l'intérieur du secteur des télécoms, on apprécie Orange. Alors, c'est pas parce que c'est l'acteur français, entre guillemets, Cocorico, c'est un acteur qu'on apprécie en Europe parce que, voilà, on l'a vu en bourse depuis le début de l'année. C'est un titre qui a pris près de 30%, donc une très belle performance déjà depuis le début de l'année. Mais qui démontre effectivement cet attrait des investisseurs pour les secteurs défensifs dans les périodes de turbulence. Mais on pense qu'il y a encore du potentiel sur cette valeur, et notamment parce que je pense que je mettrai en avant deux éléments pour justifier effectivement le cas d'Orange. Le premier, c'est qu'il y a un intérêt des investisseurs étrangers pour revenir sur les marchés européens. Et donc, ils peuvent revenir sur les marchés européens et ils vont chercher justement des secteurs d'activité qui sont peu exposés aux aléas de ce que pourrait faire le président Trump. Et donc, parmi ces secteurs-là, les télécoms, donc les infrastructures qui sont vraiment exclusivement du marché domestique, sont recherchés par les investisseurs et intéressent effectivement les investisseurs étrangers. Le deuxième élément que je pourrais mettre en avant, c'est qu'on voit, de par les instances réglementaires européennes ou nationales comme l'ARCEP, un besoin en fait de faire évoluer la réglementation, entre guillemets, dans le bon sens pour les opérateurs de télécom. Typiquement aujourd'hui en France, nos forfaits, que ce soit pour la fibre ou les forfaits mobiles, font partie des forfaits les moins chers dans le monde. Et donc en fait, le problème de ça, c'est que du coup, vous avez des infrastructures qui ne sont pas suffisamment poussées. On a parmi la 5G la moins bonne du monde très certainement aussi. Et donc, les instances réglementaires veulent permettre aux opérateurs de continuer à investir, de continuer à développer leurs infrastructures. Et donc, ça passerait notamment par un changement dans le nombre d'acteurs, par exemple, qu'on a sur le marché français. Aujourd'hui, on est à 4 acteurs et on passerait, par exemple, ils pourraient laisser faire un passage à 3. Et donc, c'est typiquement ce qu'on voit actuellement, parce que dans la presse, on a pu voir effectivement que SFR, par exemple, était prêt à vendre ses activités en France. Et donc, qui est-ce qui pourrait être intéressé? Les autres acteurs, comme Iliad, Bouygues ou Orange, que vous rapprochez de l'essentiel. Voilà, c'était le slogan à une époque d'Orange. Et donc, nous, on aime bien, on se rapprocherait effectivement d'Orange à ce niveau-là si on devait choisir parmi le secteur des télécoms. Dernier exemple qu'on a voulu vous mettre en avant, c'est le secteur des services aux collectivités.
Donc les services aux collectivités, c'est un secteur qui est souvent mis en avant sur des aspects ESG ou ISR, parce que ce sont des groupes qui respectent, enfin, entre guillemets, les critères liés notamment à l'environnement, ou qui essayent d'améliorer l'environnement au niveau du développement durable. Et donc, ce sont des groupes, alors le traitement de l'eau, la gestion des déchets, l'amélioration de l'électricité avec plus d'énergie qui vient d'éoliennes ou d'énergie renouvelable. Et donc, ce sont souvent des valeurs au sein de ce secteur-là qu'on retrouve dans les fonds ISR, avec cette stratégie un petit peu green. Ouais. Donc ISR, ESG, c'est tout ce qui a trait Oui. à l'éco-responsable, à la gouvernance, c'est ça. Hein. Exactement. Donc effectivement, le terme ESG, c'est intéressant Donc c'est environnement, social et gouvernance. Donc effectivement, quand on parle d'énergie renouvelable, on va effectivement toucher le E, Oui. le E de ces trois critères. Et puis donc l'aspect social, c'est quelle politique en fait vous avez de la part pour vos salariés, pour les personnes qui travaillent dans votre entreprise. Est-ce que vous faites de la délocalisation? Enfin voilà, ce type d'éléments. Et le G, c'est comment fonctionne la gouvernance. Donc là, c'est est-ce que vous avez une politique de rémunération très importante ou pour les dirigeants de la société? Est-ce que comment est constitué le conseil d'administration? Est-ce qu'il y a des conseillers indépendants, etc. Donc là, typiquement, effectivement, les services aux collectivités, ils ont un attrait sur le E, donc la partie environnement, et donc ils sont souvent mis en avant effectivement dans ce type de fonds. Donc c'est des acteurs que vous connaissez déjà. Alors en France, on cite souvent Veolia parce que c'est pas des acteurs qui sont très nombreux, parce que souvent c'est des secteurs qui sont réglementés par l'État. Et donc, vous avez des situations de quasi-monopole, c'est-à-dire que vous avez un ou deux acteurs maximum. Alors, le traitement des déchets, on le voit parce que sur les camions poubelles, par exemple, on peut voir Veolia ou De Richebourg, un autre acteur qui sont sur le traitement des déchets. Et donc, vous avez justement, les marchés sont plus condensés, justement, pour permettre à ces acteurs de pouvoir faire le maximum, entre guillemets, d'investissement et de développement pour garantir justement le bon traitement des déchets. Et donc, ça permet effectivement une demande continue et donc des revenus récurrents. Et c'est ce qu'on va rechercher effectivement dans les services aux collectivités à travers la gestion du gaz ou de l'électricité ou tout simplement de l'eau. Alors on a voulu mettre effectivement un acteur que vous connaissez certainement tous. Alors il s'appelle Engie. Engie, c'est l'ancien GDF, donc Gaz de France. C'était son petit nom avant, ils ont changé de nom, il s'appelle effectivement Engie. Et donc c'est un marché qui est exclusivement domestique pour Engie, hein. Il n'y a pas de droits de douane, il n'y a pas d'impact de la part des droits de douane, donc vous êtes entre guillemets protégé à ce niveau-là par rapport aux annonces que pourraient faire aux aléas du président américain. Et donc à côté de ça, c'est un secteur qui a beaucoup souffert ces dernières années, les services aux collectivités, dont Engie aussi, parce qu'effectivement, ils ont pâti du relèvement des taux directeurs. Donc, quand les taux directeurs ont été remontés après la période Covid, c'était beaucoup plus difficile d'investir, parce que du coup, l'investissement coûtait plus cher. Et donc, c'est des groupes qui ont été vraiment mis de côté par les investisseurs, et donc qui ont beaucoup souffert en bourse, et qui laissent aujourd'hui, selon nous, des valorisations assez intéressantes. Et on trouve intéressant justement de se repositionner. Et donc, on utilisait effectivement le slogan de Engie à ce niveau-là, qui était le slogan « J'agis avec qui ». Donc, et nous, effectivement, nous agissons, entre guillemets, avec Engie. Donc voilà, en tout cas, pour trois secteurs qu'on aurait envie de privilégier aujourd'hui dans l'environnement instable et avec lequel il y a très peu de visibilité. Ouais. Très bien. Merci beaucoup pour ces convictions, en tout cas, pour ces trois secteurs. Donc on a eu beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement, les trois points essentiels de cette conférence, de cette présentation très riche? Alors en termes de conclusion, je pense que ce qui est important, ce qu'on a voulu vraiment mettre en avant, c'est vous avez déjà entendu parler de défensif, de ces termes un peu financiers barbares. Et là, aujourd'hui, l'objectif, c'était effectivement de mettre une définition sur ce que représente la stratégie défensive. Qu'est-ce qu'une stratégie défensive? Et donc, en passant effectivement par la mise en avant les différents exemples qu'on pouvait avoir d'actifs défensifs ou refuges.
et puis d'aller plus loin, montrer les limites effectivement de ces différents types d'actifs, d'aller plus loin et de voir, et si on voulait rester sur les marchés actions, quelle stratégie on pourrait adopter. Eh bien, c'était effectivement le passage sur ces stratégies défensives, sur les secteurs défensifs. Et donc sur ces secteurs défensifs, quel type d'acteurs, quel type de secteurs on peut retrouver. Et donc là, effectivement, on a voulu pousser certaines convictions qu'on partage chez Kepler-Chevreux pour les investisseurs de BPCE. Donc restons sélectifs. Donc, parmi ces secteurs défensifs, même si maintenant on cerne qu'il y a tout un ensemble par ces caractéristiques de secteurs qui sont moins exposés à des fluctuations boursières. Mais merci beaucoup. Donc on va pouvoir se tourner maintenant, si vous le voulez bien, Adrien, vers les questions. Donc prenons la première. Comment les récents événements géopolitiques tels que le conflit en Ukraine influencent-ils les décisions d'investissement sur les secteurs défensifs ? Vaste sujet. Je n'ai pas bien entendu la question. Est-ce que vous pouvez juste la répéter? Comment les événements géopolitiques, tels que le conflit en Ukraine, influencent-ils les décisions d'investissement dans les secteurs défensifs? Ok. Vaste question, effectivement. Alors là, ce que je pourrais mettre en avant qui est intéressant, c'est la partie selon les crises qu'on traverse. Il va y avoir, la définition va rester la même pour les secteurs défensifs, mais on va avoir des exemples de secteurs défensifs différents. Je m'explique. Pendant la crise du Covid, en fait, le secteur du luxe, par exemple, a été pris comme un secteur défensif parce qu'effectivement, malgré l'impact du Covid sur notre économie, c'est un secteur dont les ventes étaient encore très dynamiques, notamment par une forte demande et encore une forte consommation en Chine. Aujourd'hui, dans cette nouvelle crise, le secteur du luxe n'est pas vu comme un secteur défensif. Par contre, le secteur de la défense, donc lié notamment par exemple à l'armement, du fait qu'on soit rentré dans un conflit entre l'Ukraine et la Russie, eh bien en fait le secteur de la défense a été mis en avant comme un secteur potentiellement défensif parce que eh bien, il n'était pas lié ou très peu aux droits de douane, et c'était un secteur qui allait bénéficier de forts investissements de la part, par exemple, de l'Union européenne, notamment dans ses politiques de réarmement. Donc, ça a été effectivement un secteur qui a été vu comme défensif. Donc, on peut avoir des exemples qui sortent un petit peu du lot que je vous ai présenté, selon les crises qu'on traverse. Il y a une autre question du coup de la part. Oui, on a beaucoup de questions, Adrien. Je ne sais pas si nous arriverons à couvrir l'ensemble sur le temps imparti, mais de toute façon, rassurez-vous, que ce soit là en direct pendant le live ou ensuite, nous publierons de toute façon les réponses à l'ensemble des questions des auditeurs. Alors, la question suivante, que pensez-vous des perspectives des actions françaises du secteur des drones ? Peuvent-elles être des opportunités intéressantes ou encore trop risquées? Alors je pense que ça c'est très spécifique. Alors effectivement, le secteur des drones a été beaucoup mis en avant et notamment dans... Exactement, très bien. Vous suivez bien, très bien Mélanie, c'est parfait. Le secteur donc, de la défense qui est mis en avant et effectivement, donc, on a vu par exemple en dehors du secteur de la défense, des acteurs comme les satellites revenir sur le devant de la scène. Donc, c'est très certainement une possibilité pour des acteurs dans les drones. Il y a plusieurs acteurs. Alors, on connaissait Parrot en France qui était notamment, alors pas dans les drones de combat, mais parce qu'il a fait le boom à une certaine époque. Mais par contre, ce sont des acteurs qui sont de toute petite taille, enfin souvent en tout cas de très petite taille, et donc qui comportent un risque assez important parce que vous allez investir dans des groupes petits et donc plutôt en stress par rapport à certains aspects de la stabilité des revenus, stabilité de la demande des contrats. Et donc, je mettrais quand même en avant ce risque-là d'investir dans des acteurs de très petite taille et qui peuvent effectivement, si un contrat est suspendu ou reporté, qui peuvent vraiment pâtir de ces éléments-là. Merci. Encore une question. Sur les marchés, je privilégie les entreprises en triple A pour les obligations et les actions. Est-ce une bonne idée ? Tout à fait. Donc le AAA, c'est effectivement les notations des agences de crédit. Donc les agences de notation, donc on connaît effectivement Moody's, Standard & Poor's. Donc le AAA étant entre guillemets le Graal ou la catégorie investment grade, donc qui est un peu cette meilleure catégorie, enfin en tout cas la meilleure catégorie pour investir, ce qui devrait être la plus safe.
Après, donc on en a beaucoup parlé parce qu'effectivement la France avait son triple A en sursis, les États-Unis l'ont aussi un peu perdu. Et donc ça mettait un petit peu en avant c'est les limites des obligations par exemple d'État, donc on mettait en avant pendant la présentation. Et également aussi la limite, la crise financière typiquement avait montré les limites de ce type d'investissement qui en fait s'était retrouvé quasiment triple A jusqu'à la veille du crack. Et donc que certains risques peuvent passer, enfin les agences de notation peuvent passer à côté de certains risques, et donc que même en investissant parfois dans des actifs AAA ou du rendement, enfin ou des produits financiers AAA, eh bien vous pouvez être aussi en risque, et il peut y avoir effectivement, enfin vous ne pouvez pas être forcément conscient de l'ensemble des risques, de tous les risques qu'il peut y avoir. Donc c'est effectivement une des meilleures manières une des meilleures manières de suivre une stratégie défensive en passant par des actifs AAA, mais bien sûr elle comporte aussi des risques, et c'est important de rester entre guillemets connecté par rapport à ce type d'actifs. Par rapport au contexte des marchés, de toute façon, et à la sensibilité, à l'actualité et à la géopolitique, effectivement. Donc toujours rester quand même très sélectif dans ses choix. Oui, et informé, oui, tout à fait, parmi les principes de base qu'on avait vus. Alors je vois que le temps tourne. Une question très ciblée. Comment voyez-vous l'évolution à court terme, euro, dollar Alors déjà, effectivement, je peux recontextualiser la question. Donc, en gros, vous avez parlé, par exemple, des valeurs et parmi les actifs de refuge, on avait cité notamment, par exemple, les devises. Et donc, du coup, là, j'avais pris l'exemple de vous avez des euros, vous les vendez pour acheter du dollar, et c'est une manière, effectivement, de se protéger par rapport à ce qui pourrait arriver à l'économie européenne. Donc, là, la question est plus particulière, d'essayer de comprendre le mouvement qu'on voit sur la parité euro-dollar. Ce qui est sûr, c'est que si l'économie américaine continue d'être en difficulté, ou si Donald Trump continue de mettre en difficulté l'économie américaine, il n'y a pas de raison que cette tendance de la baisse du dollar par rapport à l'euro, il n'y a pas de raison qu'elle ne continue pas, cette tendance. Donc, c'est-à-dire que si l'économie américaine continue d'aller mal, eh bien, le dollar va se déprécier, et donc l'euro en profitera notamment. Donc cette tendance-là, à court terme, je ne pense pas qu'elle soit à risque. Après, si Donald Trump met de l'eau dans son vin, qui décide de se concentrer à nouveau sur d'autres mesures que le fait d'augmenter énormément l'endettement des États-Unis, eh bien, il y a certainement une inversion qui pourrait se faire, et on viendrait toucher un point bas pour le dollar avant une remontée. Mais en tout cas, ce n'est pas l'objectif à court terme, et ce n'est pas ce qu'on voit en tout cas dans l'actualité aujourd'hui. Écoutez, merci beaucoup Adrien pour ces plaisir, réponses très complètes. Je vois que le temps tourne et que nous allons bientôt dépasser, je dirais, notre temps imparti. Donc, je voulais surtout d'abord vous remercier pour ce décryptage très complet, le fait de nous avoir délivré vos convictions. Merci aussi à l'ensemble des auditeurs de vous être connectés. J'espère que vous avez passé non seulement un bon moment, mais aussi que vous avez pu avoir des éclairages utiles sur les marchés et compréhensible, que cela vous a donné envie de vous intéresser aux marchés financiers si ce n'était pas déjà le cas, ce dont je doute, mais bon. Et puis, pour ce faire, justement, nous sommes en train de vous poster un QR code que vous apercevez sur votre écran et un lien dans le fil de conversation vers un sondage qui va nous permettre d'avoir vos suggestions, vos remarques par rapport à cette conférence. Vos retours nous sont extrêmement précieux pour être vraiment en ligne avec vos attentes lors d'un prochain événement, et puis pour avoir aussi votre ressenti sur cette conférence d'aujourd'hui. Et par ailleurs, sachez que très prochainement, nous allons publier le replay de cette conférence sur votre portail bancaire ainsi que sur votre espace de bourse en ligne. Si vous disposez de cet espace de bourse en ligne, vous y retrouverez donc le replay plus un article de la plume d'Adrien sur cette même thématique des secteurs défensifs avec encore plus de graphes, encore plus d'explications. Et aussi un accès sur cet espace bourse à l'ensemble des thèses d'investissement des sociétés qui ont été évoquées dans ce webinaire. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre magazine de la bourse,
des publications mensuelles et on y retrouve aussi d'ailleurs d'autres analyses, d'autres analystes financiers sur des secteurs d'actualité comme les frais douaniers ou le secteur de la santé ou innovation rime avec cotation. Merci beaucoup. Merci j'espère à très bientôt pour un prochain événement. Adrien, le mot de la fin. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt. Merci et une très belle journée à vous tous.